Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 12 mars 2023. Dans le cadre de sa coopération militaire pour faire face efficacement au terrorisme, le Niger, à travers ses autorités militaires, entreprend depuis quelque temps des échanges avec les pays voisins. C'est ainsi que le chef d'état-major général des armées, le général Salif Moudi, était récemment à Bamako, au Mali, où il a rencontré ses frères d'armes ainsi que les autorités militaires de transition de ce pays. Une visite qui intervient alors que les relations entre ces deux pays et donc les relations entre le Mali et le Niger donc sont des plus froides en ce moment. Quelle analyse doit-on faire de cette visite du chef d'état-major général des armées de notre pays au Mali? Je propose à cet effet de suivre l'analyse de l'écrivain journaliste nigérien Sedik Abba qui était de passage ici dans les locaux de la télévision de Labari. Suivons-le en extrait avant de le retrouver en intégralité à la fin de ce journal. Il faut plutôt aujourd'hui réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le rapport de force avec ces forces-là. Et quelles solutions on peut envisager. Et sur ce plan, il me semble important que la construction de la solution régionale qui a été portée par le G5 Sahel, qui a été totalement affaibli par le retrait du Mali en mai 2022 du G5 Sahel, et les difficultés qu'on a à construire la réponse régionale expliquent pourquoi les groupes djihadistes continuent d'avancer. Parce que ce qui est le plus important, même du point de vue stratégique, c'est la frontalité. C'est-à-dire que les groupes profitent du fait que, comme il n'y a pas de coopération suffisante entre les États, quand ils arrivent à la frontière malienne, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont être suivis par les Nigériens jusqu'au Mali. Et quand ils arrivent au Niger, ils ne sont pas sûrs d'être suivis par les Maliens jusqu'au Niger, et au Burkina aussi sur le même schéma. Parce qu'ils scrutent, ils regardent un peu l'état des relations entre les pays. Ils regardent l'état de la coopération entre les pays. Et chaque fois qu'ils savent qu'il y a une tension entre Bamako et Niamey, ou qu'il y a une tension entre Bamako et Ouaga, ou qu'il y a une tension entre Niamey et Ouaga, ils essaient de profiter pour gagner le maximum de terrain, pour pouvoir avancer. Et ça, je pense que cela doit être contenu, cela doit être combattu par le renforcement de la coopération régionale et la coopération inter-État, la coopération transfrontalière. C'est pour ça que, à mon avis, la visite du chef d'état-major des armées nigériennes au Mali est une chose intéressante, importante, parce qu'elle va permettre de mieux fluidifier les relations entre les deux pays au plan militaire, au plan de la coopération stratégique. Et si on associe le Burkina Faso, ça fait que les trois pays les plus concernés par le mouvement terroriste, parce qu'aujourd'hui, on parle souvent du terrorisme au Sahel, en réalité, le terrorisme concerne plus les trois pays que sont le Burkina, le Mali et le Niger. Voilà, retrouvez donc en intégralité cet entretien qu'a accordé Sedik Abba, journaliste écrivain nigérien à la télévision Labari, à la fin de ce journal. Ce 12 mars, c'est la journée africaine du scoutisme. Elle a été célébrée ici au Niger par l'Association nationale des scouts du Niger. C'était au niveau du centre des scouts de Kouarategui. Le thème retenu pour l'édition 2023 de cette journée est des solutions innovantes pour un avenir durable. Le reportage de Hamza Sakou et Sadou Domi. C'est dans une ambiance grandiose que les scouts du Niger et au-delà le public se sont mobilisés pour assister à cette cérémonie, marquant l'ouverture des activités commémoratives de la journée africaine du scoutisme. Occasion pour l'association des scouts du Niger de célébrer sa contribution au développement du pays, mais aussi montrer les différentes réalisations qui ont été faites en faveur de la population. Nous avons décidé de célébrer en grande pompe cette journée africaine du scoutisme que, comme vous le savez, est célébrée chaque année le 13 mars. Et au Niger, nous avons décidé de mobiliser tous nos partenaires, les parents et amis de l'association des scouts du Niger pour partager avec eux les différentes réalisations de notre organisation, les différents projets en cours et ceux déjà réalisés, mais aussi nos perspectives d'avenir et ouvrir aussi le scoutisme aux enfants et aux jeunes des différents quartiers de Niamey et au-delà, ceux de l'intérieur qui sont intéressés par le scoutisme, leur expliquer tout le processus à suivre pour devenir scout. Donc vous avez vu, nous avons été
est très satisfait de la mobilisation des plus hautes autorités de notre pays, des responsables, des partenaires techniques et financiers qui ont davantage cru à notre organisation à travers ces réalisations. La particularité, c'est que depuis plusieurs années, cette journée est passée inaperçue. Cette année, elle est célébrée en grande pompe et au-delà de Niamey, c'est dans toutes les régions du Niger que nos équipes régionales sont en train de célébrer. L'autre particularité, c'est que nous ouvrons le centre polyvalent des scouts du Niger au public pour découvrir ce que nous faisons avec notre bibliothèque, avec nos différentes salles de formation, avec la radio scout, que les jeunes découvrent davantage les prouesses du scoutisme et de tous les bienfaits que cela impacte en tout cas sur nos communautés. Donc toute la journée, le centre sera ouvert au public et je pense que vous avez vu l'engouement suscité ce matin par cette journée spéciale dédiée par l'Union africaine et au scoutisme africain. L'un des jeunes conseillers auprès du Bureau mondial du scoutisme, qui est un Nigérien, saisit aussi cette occasion pour lancer un appel à ses jeunes compatriotes. Nous sommes contents et très heureux de célébrer la journée africaine du scoutisme au Niger. En tant que jeunes, nous n'avons pas que des droits, nous avons des devoirs. Nous appartenons à un État, à un pays. Nous devons au quotidien œuvrer à travers nos actions, à travers un engagement continu. Nous devons œuvrer à contribuer au développement de nos localités, œuvrer à promouvoir l'engagement civique des jeunes, parce qu'un jeune, il doit s'engager, il doit agir, mener des actions pour le développement de son quartier d'abord, de sa ville ensuite, et pourquoi pas, dans un sens plus large, contribuer au développement du pays. Plusieurs autorités administratives et coutumières ainsi que des partenaires techniques et financiers ont témoigné de leur engagement à accompagner les scouts du Niger avant de marquer leur passage au centre des scouts de Kwartagi par la signature du livre d'or, puis ont eu droit à une visite guidée dans les locaux du centre, marquant ainsi la fin de cette cérémonie. Dans la perspective du congrès du parti qui est prévu le 18 mars prochain, les sections régionales du MNSD Nassara, le Mouvement national pour la société de développement, tiennent leur conférence régionale. Il en est ainsi des sections de Niamey et de Tillabéri qui ont tenu donc leur conférence aujourd'hui, dimanche 12 mars 2023. Je vous propose d'abord de suivre le résumé de la conférence régionale de la section MNSD Nassara de Niamey. C'était ce matin au centre culturel Oumar Ouganda de Niamey avec nos reporters chez Bouguisso et Adam Soumana. Le grand baobab de l'échiquier politique national, le Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, affûte ses armes au niveau de la capitale à travers ce grand rassemblement de militantes et militants visant le renouvellement du bureau de sa section. Ainsi, à l'entame de ses propos en langue nationale, le désormais ancien président de la section, Adamou Salifou, a, au nom de tout le bureau démissionnaire, remercié les uns et les autres pour la confiance placée en eux afin de présider aux destinées du parti de Seyni Oumarou à Niamey pour le mandat qui vient ainsi de s'expirer. Un bureau de séance a vu le jour pour la désignation des hommes et femmes qui doivent désormais être les porte-flambeaux du MNSD à Niamey sous la supervision des huissiers de justice. C'est ainsi que Seyni Sido prend les rênes du parti au niveau de la région de Niamey à l'approbation de l'ensemble des délégués présents et le poste de secrétaire général occupé par le sieur Issifou Hamidou. Le tout nouveau président du MNSD Nassara de Niamey, en prenant la parole, a naturellement remercié les militants pour la confiance placée en sa modeste personnalité et de souligner la pertinence du thème de ces assises qui est cohésion, unité dans la paix et le retour aux valeurs. Ces valeurs, c'est des valeurs de probité, des valeurs de générosité, des valeurs de progrès, des valeurs de travail, des valeurs de labeur et les valeurs d'amour. Tout ce que les Nigériens avaient perdu aujourd'hui. Il vous souviendra que dans un passé très récent, quand on dit qu'on est Nigérien, on vous regarde avec beaucoup de fierté, beaucoup de curiosité, tellement vous inspirez confiance, n'est-ce pas, au peuple qui nous entoure. Aujourd'hui, nous avons perdu toutes ces valeurs-là. Voilà pourquoi ce thème, retour aux valeurs,
doit nous pousser tous, n'est-ce pas, à renouer avec la prospérité d'antan pour que le Niger soit hissé au rang des nations qui gagnent. Cette conférence régionale MNSD de Niamey est assortie d'importantes résolutions et motions. Donne mandat au président et le secrétaire général élu, en collaboration avec les présidents des sous-sections, de compléter le dit bureau et d'organiser dans les meilleurs délais des assemblées générales régionales électives des structures de participation, OJN, OFN, OAN et OMC. La conférence régionale élective de la section MNSD Nassara de Niamey, tenue ce jour, dimanche 12 mars 2023, apporte son soutien sans condition à la candidature de El Hadj Seynou Oumarou au poste du président du parti et à celle de M. Mokhtar Sabo au poste du secrétaire général du parti. Ainsi donc, Niamey vient de se conformer au texte du parti MNSD Nassara en prélude au grand congrès de Dosso en mettant en place le bureau de sa section régionale. La section de Tillabéri était également en conférence régionale ce dimanche au niveau de la région de Tillabéri. Là-bas, c'est le président sortant de la section, président du parti El Hadj Seynou Oumarou, qui a été reconduit à la tête de cette section pour un mandat de 4 ans, nous rapportent Ibrahim Abdou et Ismaël Oumouni. Troisième force politique à l'issue du dernier scrutin présidentiel au Niger, le MNSD Nassara, communément appelé le Grand Baobab, procède au renouvellement des instances du parti avant le congrès national. Les militants ont assiégé le gouvernorat de Tillabéri afin de marquer leur dévotion aux idéaux du parti dirigé par El Hadj Seynou Oumarou. La participation active des militants à cette conférence régionale élective n'a pas laissé indifférent le coordonnateur départemental de Tillabéri. Convaincu de la cohésion et de l'union que fait montre le Grand Baobab à travers la triptyque consultation, concertation et participation, nous fondons espoir sur une assise paisible et un avenir encore plus rayonnant de notre parti sous l'égide et le pragmatisme de son Excellence El Hadj Seynou Oumarou. Je me permets d'emprunter l'ensemble des voix des militantes et militants des coordinations départementales de la région de Tillabéri que nous ferons de cette dernière fief incontesté du MNSD Nassara. Je profite de cette opportunité offerte de ce mois de mars pour célébrer toutes ces femmes qui sont nos mamans, nos épouses, nos sœurs, nos Amazones du Grand Baobab, combattantes de première ligne. Je ne finirai mon propos sans souhaiter un dénouement heureux de la situation sécuritaire de notre région en particulier et du pays en général. En présence d'un huissier de justice, les délégués de la région ont renouvelé leur confiance à Seynou Oumarou à la tête de la section, assisté par Hambaye Abdoulaye. Après avoir déploré la situation sécuritaire délétère, son soutien aux forces de défense et de sécurité et le gouvernement, le président de la section MNSD Tillabéri dresse ce message aux militants. Face aux adversités diverses, de plus en plus tenaces, nous devons resserrer nos rangs pour préserver les acquis de notre grand parti obtenus de haute lutte. Les multiples leçons apprises doivent constituer notre boussole. Aucun sacrifice n'est de trop pour redynamiser notre parti, car le Grand Baobab doit renaître. Le Grand Baobab doit retrouver tout son dynamisme d'antan afin de nous conduire à des victoires de plus en plus éclatantes. Tout ceci n'est possible qu'avec votre engagement résolu, notre cohésion et une franche collaboration dans nos rapports de tous les jours. Mais malgré tous ces obstacles de tout genre et à tous les niveaux, je me réjouis aujourd'hui de constater, chers militants et militantes, que vous êtes restés stoïques, fidèles dans une dignité que je salue très fraternellement. Les réunions de concertation que nous avons initiées avec les responsables des structures de la section
qui a regroupé autour du président de la section, outre les membres du bureau de la section, les coordinateurs départementaux, les présidents et secrétaires généraux des sous-sections, les conseillers généraux, les maires et vice-maires, les responsables des structures de participation doivent être pérennisés afin de renforcer davantage notre cohésion séculaire. Des motions de remerciements ont été adressées à tous ceux qui ont contribué au rayonnement du parti. Des recommandations pertinentes ont été également formulées toujours au cours de ces assises. Le Fonds national de développement des arts et de la culture, FONDAC, expliqué cet après-midi dans un point de presse à une assistance composée donc des acteurs de la culture et des arts du Niger par le secrétaire général du ministère en charge de la culture, de l'artisanat. Le point de cette rencontre avec nos reporters Chebou Guisso et Adamou Soumana. Les acteurs de la culture nigérienne se retrouvent à travers ce cadre autour du représentant de leur ministère de tutelle pour échanger sur le Fonds national de développement des arts et de la culture, FONDAC. Occasion pour le secrétaire général du ministère de la Culture de rappeler à l'assistance les efforts fournis par le gouvernement de la 7e République pour donner une place de choix à la culture. La mise en œuvre de la loi d'orientation relative à la culture a été ainsi matérialisée par la création à travers un décret d'un dispositif d'accompagnement des acteurs de toutes les filières des arts et de la culture. Il s'agit plus concrètement de permettre aux acteurs culturels la réalisation de leurs projets dans des conditions sûres et moins stressantes grâce aux ressources financières mises à leur disposition par le gouvernement. L'objectif recherché est donc un tout, associant l'opportunité offerte aux bénéficiaires d'une part et la satisfaction générale des autorités et du peuple nigérien d'autre part, car il s'agit, à travers la réalisation de ces projets, de vendre positivement l'image de notre pays et de contribuer à le faire connaître davantage à l'extérieur. Ce dispositif s'appelle Fonds national de développement des arts et de la culture, le FONDAC. Au secrétaire général du ministère de la Culture de poursuivre son intervention en précisant les potentiels bénéficiaires de ce fonds. Il faut relever que le FONDAC n'est pas limitatif seulement à des appels à projets. Tous les projets portés par des acteurs réputés du domaine des arts et de la culture, qu'ils soient individuels, des ONG, des associations ou même des communautés entières, sont reçus et enregistrés au ministère avec égalité de chances, autant que les promoteurs remplissent les conditions pour postuler, que leurs projets répondent aux critères d'éligibilité définis. Du 15 juillet 2022, jour de l'installation du comité national de subvention par le ministre en charge de la culture, à la date d'aujourd'hui, la mise en œuvre du FONDAC a permis d'accompagner de nombreux acteurs nigériens du domaine des arts et de la culture dans la réalisation de leurs projets, à la satisfaction de nos concitoyens, amoureux et jaloux de leur patrimoine culturel. Ainsi donc, il est demandé à l'ensemble des acteurs culturels de prendre attache au niveau des services compétents pour pouvoir bénéficier de ce fonds au grand bonheur de la culture nigérienne. Opération de salubrité ce matin au 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Les habitants du quartier Bangabana, riverains de la voie pavée, sont en effet sortis passer un coup de balai sur la dite voie. Ils sont plutôt, ces habitants, soutenus dans cette initiative, notamment par le chef de quartier, nous rapporte Soumela Abdoulaye et Boubacar Ibrahim. Dans la matinée de ce dimanche 13 mars 2023, les jeunes du quartier Bangabana dans le 5e arrondissement de Niamey se retrouvent ainsi pour la 3e fois à travers cette action avec comme objectif assainir leur cadre de vie en débarrassant la seule voie pavée de l'ensablement qui la gagne. Et une opération couplée à des actions de sensibilisation et de moralisation à l'endroit des femmes qui versent de l'eau sur la voie. Nous avons décidé de faire cette salubrité parce que nous savons très bien que l'État ne peut pas tout assurer. Donc, concernant la salubrité, là, nous avons une opportunité d'avoir
beaucoup de choses. Nous avons une rue pavée à la porte de nos maisons, donc nous avons décidé de balayer pour que ça revienne très propre. À chaque moment que nous avons décidé, on se réunit, les jeunes du quartier, pour pouvoir faire la salubrité. Ça fait la 3e semaine que nous faisons cette salubrité dans le quartier. Nous sommes soutenus par la population, par les frères, par les anciens, y compris les femmes du quartier et plus précisément notre chef de quartier qui est là présent avec nous. Ils nous soutiennent à 100%. Et une action saluée par les anciens du quartier. Les enfants du quartier se sont donnés à cœur joie pour faire le nettoyage du quartier. Maintenant, ce qui a lieu, vraiment, nous voulons à ce que tout le monde, que ce soit jeunes, vieux, femmes, il faut que les gens s'y mettent. La salubrité, c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire de la mairie ou bien une affaire de quelqu'un. C'est une volonté commune. Il faut que les gens sachent ça. Nous voulons que le maire aussi, qu'il nous entende, au moins, comme c'est chaque samedi ou chaque dimanche, il faut aussi qu'il assiste et encourage les enfants. Abdelaziz Sebou lance aussi un appel pour plus d'assistance et de mobilisation. À chaque fois, quand nous avons une séance, nous allons au niveau de la mairie, nous prenons des brouettes, des brosses, et y compris des pelles et des râteaux pour venir faire le travail. Et les gens du quartier, nous voulons que la jeunesse se lève pour savoir que l'État ne peut pas tout faire. L'État, c'est nous. L'État ne peut pas tout prendre en charge. C'est à nous de voir ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Cette salubrité que nous sommes en train de faire dans notre quartier, on le fait pour nous-mêmes, pas pour les gens. À noter enfin que ce genre d'action mérite l'attention des élus locaux pour un développement à la base. Voilà, comme prévu, nous venons à la partie magazine consacrée donc à l'entretien qu'a accordé ce matin le journaliste écrivain nigérien Sidi Kaba, spécialiste des questions sécuritaires du Sahel, avec notamment plusieurs ouvrages qu'il a publiés sur cette question. L'entretien a porté justement sur la lutte contre le terrorisme au Sahel, notamment dans la zone des 3 frontières, en lien notamment avec la récente offensive des autorités, offensive bien sûr diplomatique, des responsables militaires nigériens. Le chef d'état-major général des armées, Salif Moudi, était notamment récemment à Bamako, au Mali. Je vous propose donc de suivre l'intégralité de cet entretien qu'a accordé Sidi Kaba à la télévision Labari. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Il faut comprendre ces événements par le renforcement de l'État islamique au Grand Sahara. Comme on sait, il y a 2 grandes enseignes terroristes au Sahel. L'État islamique au Grand Sahara, ce qu'on appelle communément l'IGS, et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est affilié à Al-Qaïda. Le renforcement de l'État islamique au Grand Sahara, qui a reçu à la fois un renfort humain, mais aussi un renfort en matériel, probablement venant de la Libye, fait que l'État islamique au Grand Sahara s'est renforcé considérablement. Et depuis le mois de mars de l'année dernière, l'État islamique au Grand Sahara a entrepris une vaste extension territoriale. Et il est même arrivé qu'il y ait une confrontation entre l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux combattants. Et une des cibles privilégiées justement de l'État islamique au Grand Sahara, c'est les forces de défense et de sécurité, mais aussi les populations civiles, comme on a pu le voir lors du massacre de Solan en juin 2021 ou lors de la tuerie de Banibangou en novembre 2021 où 85 au moins civils, dont le maire de la ville de Banibangou, avaient été achevés. Donc cette reprise de l'activité de l'État islamique au Grand Sahara et la rivalité territoriale entre l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans explique la reprise des activités terroristes dans la zone de 3 frontières qui est commune au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Vous vous souvenez par exemple que le général Gamou, ancien du Gatia, qui est aujourd'hui un officier général des forces armées maliennes, des FAMA, avait appelé tous les Touaregs du monde à venir défendre leur territoire face à la progression de l'État islamique au Grand Sahara. Donc, c'est cette offensive de l'État islamique sur fond de rivalité avec le groupe de soutien à l'islam et sur fond
d'appui en renfort qu'il a reçu à la fois sur le plan humain et sur le plan matériel de la Libye, qui explique aujourd'hui cette montée en puissance de l'État islamique au Grand Sahara. Il y a aussi, à mon avis, le changement de stratégie aussi qui a été opéré, puisque comme vous savez, maintenant, il n'y a plus de postes avancés fixes des forces armées de ces différents pays, c'est plutôt des patrouilles, et l'État islamique aussi profite aussi de la surveillance qu'il fait sur la mobilité des forces quand il passe et il suit derrière. Donc il y a tous ces facteurs qui mis ensemble expliquent aujourd'hui cette montée en puissance, cette comment dire, reprise d'activité intense terroriste dans la zone des 3 frontières. Non, je pense que il est difficile de dire que le départ des forces françaises a précipité l'activité de l'État islamique. Mais du fait que l'ensemble de territoires qui étaient surveillés par Barkhane à l'époque, qui avait au moins 3 grandes enseignes, 3 grandes emprises, à Gao, Menaka, à Gao, à Tombouctou, à Menaka, le fait que, c'est à Gossi aussi, le fait que toutes ces emprises aient été cédées à l'armée malienne, qui les a occupées avec les moyens qu'elle a facilité sans doute la mobilité de l'État islamique au Grand Sahara. Mais on ne peut pas faire un lien de cause à effet, puisque parallèlement, les forces armées maliennes ont monté beaucoup d'opérations avec beaucoup de succès dans cette zone. Mais vous savez, nous sommes dans un territoire très vaste, difficile à contrôler, à la fois avec, malgré les moyens aériens qu'on peut avoir, c'est tout ça qui peut expliquer ce retour en force des groupes terroristes dans la zone des 3 frontières. Et le fait que Wagner était, au tout début, Wagner était plus concentré sur le centre du Mali. Et maintenant, avec les événements, sans doute, on peut penser que les forces armées maliennes sollicitent Wagner pour être accompagnées dans des opérations qu'elles conduisent sur la zone de 3 frontières. Mais tout ça n'est pas formellement documenté. Et donc il est difficile, on ne peut pas former que des hypothèses, mais il est difficile d'être affirmatif parce que ça n'a pas été véritablement documenté. Et la rigueur exige que lorsque les choses ne sont pas documentées, de les avancer avec une certaine prudence. Non, on ne peut pas dire c'est difficile à dire que le rapport de force ait été changé. Le rapport de force aujourd'hui entre les groupes djihadistes et les forces régulières, au-delà même du Mali, dans cette zone n'ont pas véritablement changé parce qu'il y a une capacité d'adaptation. Vous savez, lorsque les Français avaient éliminé Drogdel, lorsque les Français ont éliminé Abu Ahmad al-Sahraoui, on a tous pensé que c'était fini, que le mouvement allait se désorganiser, qu'il ne serait plus capable de conduire les opérations. Mais les groupes ont développé une certaine capacité de résilience qui fait que malgré le départ de Barkhane, malgré l'arrivée de la Russie et de Wagner, ils continuent à avoir une capacité de nuisance. À mon avis, il faut plutôt aujourd'hui réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le rapport de force avec ces forces-là. Et quelles solutions on peut envisager. Et sur ce plan, il me semble important que la construction de la solution régionale qui a été portée par le G5 Sahel, qui a été totalement affaibli par le retrait du Mali en mai 2022 du G5 Sahel, et les difficultés qu'on a à construire la réponse régionale expliquent pourquoi les groupes djihadistes continuent d'avancer. Parce que ce qui est le plus important, même du point de vue stratégique, c'est la frontalité. C'est-à-dire que les groupes profitent du fait que, comme il n'y a pas de coopération suffisante entre les États, quand ils arrivent à la frontière malienne, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont être suivis par les Nigériens jusqu'au Mali. Et quand ils arrivent au Niger, ils ne sont pas sûrs d'être suivis par les Maliens jusqu'au Niger. Et au Burkina aussi, sur le même schéma. Parce qu'ils scrutent, ils regardent un peu l'état des relations entre les pays. Ils regardent l'état de la coopération entre les pays. Et chaque fois qu'ils savent qu'il y a une tension entre Bamako et Niamey, ou qu'il y a une tension entre Bamako et Ouaga, ou qu'il y a une tension entre Niamey et Ouaga, ils essaient de profiter pour gagner le maximum de terrain, pour pouvoir avancer. Et ça, je pense que cela doit être contenu
cela doit être combattu par le renforcement de la coopération régionale et la coopération inter-État, la coopération transfrontalière. C'est pour ça qu'à mon avis, la visite du chef d'état-major des armées nigériennes au Mali est une chose intéressante, importante, parce qu'elle va permettre de mieux fluidifier les relations entre les deux pays au plan militaire, au plan de la coopération stratégique. Et si on associe le Burkina Faso, ça fait que les trois pays les plus concernés par la zone, par le mouvement terroriste, parce qu'aujourd'hui, on parle souvent du terrorisme au Sahel. En réalité, le terrorisme concerne plus les trois pays que sont le Burkina, le Mali et le Niger. Un peu moins la Mauritanie, un peu moins le Tchad, qui sont aussi des pays membres du G5 Sahel, qui ont d'autres préoccupations, même si on a vu dernièrement en Mauritanie, avec cette évasion de certains djihadistes de la prison de Nouakchott, qu'on n'est jamais à l'abri avec ces gens-là. Il faut toujours garder la vigilance, parce que jusqu'ici, on a toujours célébré le fait que depuis 2011, la Mauritanie n'a pas été attaquée, mais ces gens sont venus avec cet événement rappeler qu'ils ne sont jamais trop loin. Il faut donc continuer à être vigilant, à renforcer la coopération régionale et puis à construire une solution holistique. Moi, j'ai toujours défendu le principe qu'il faut une solution qui soit militaire et sécuritaire, mais qui intègre aussi les autres aspects. Parce que le défi sécuritaire au Sahel n'est pas seulement que militaire et sécuritaire. Il concerne la question du développement, il concerne la question de la cohésion sociale, il concerne la question de la gestion des ressources naturelles, parce que quand vous prenez les populations, il y a aujourd'hui plus de monde que de ressources disponibles. Donc quand tout ça doit être intégré dans la réponse, quand on construit une réponse holistique, on a des chances. Et à mon avis, le fait, par exemple, vous n'avez pas posé la question, mais un événement comme l'accord de Bani Bangou est une chose absolument importante, parce que ça favorise la cohésion sociale, le vivre ensemble, et ça fait une barrière qui ne permet pas aux mouvements djihadistes de s'incruster entre les populations pour les opposer les unes aux autres, parce que l'agenda justement des djihadistes, c'est d'opposer les populations les unes aux autres, de convaincre tous les autres que c'est les peuples qui sont les djihadistes, de convaincre tous les autres que c'est... Donc, en opposant les uns les autres, et ça leur permet de faire prospérer leur agenda, de le faire avancer. À mon avis, c'est un pari. C'est-à-dire que les Burkinabés sont partis du principe que la présence militaire française n'a pas de valeur ajoutée sur leur territoire. Ils ne voient pas ce que ça a apporté. Pour eux, en faisant venir la Russie, ça va être mieux. Vous savez, quand quelqu'un est dans le désespoir, il pense que toute solution peut lui rapporter quelque chose. Et eux, ils se disent que ça ne peut pas être pire. Si on fait venir les Russes ou si on fait venir d'autres partenaires, ça va être mieux. Mais c'est un pari, on ne sait pas. Et ce ne sera même pas, de mon point de vue, ce ne sera même pas suffisant. Parce que ça va aider à construire que la réponse militaire. Or, la réponse militaire n'est pas suffisante. Il faut la question du développement, il faut la question de la justice, il faut la question de la cohésion sociale. Donc, même si on change le changement de partenaire n'est pas la solution à la crise sécuritaire au Sahel. Ça fait partie de la solution, mais ça va être une solution insuffisante si on n'intègre pas les autres éléments pour construire une réponse holistique et si on n'intègre pas la réponse sous-régionale. C'est-à-dire que même si les Burkinabés font venir un autre partenaire, s'ils ne travaillent pas avec les Nigériens, s'ils ne travaillent pas avec les Maliens, la solution restera toujours celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire l'échec de la solution militaire, parce que la question n'est pas que militaire et sécuritaire. Si vous prenez aujourd'hui les trois pays, le Niger est celui qui est le moins mal loti. On peut dire qu'il y a une résilience qu'on peut observer, même s'il faut rester prudent avec les événements qu'on a connus le 10 février, mais il y a une résilience qui est liée à notre expérience militaire. Nous avons connu des rébellions armées qui ont aguerri l'armée et qui nous ont aidés à construire une défense opérationnelle du territoire qui intègre l'ensemble de nos forces de sécurité, la garde républicaine, la gendarmerie, les autres forces, et qui nous ont appris à travailler avec une certaine coordination. Maintenant, je pense que ce qu'il nous faut,
il faut renforcer la coopération avec les États voisins, parce que même si chez nous c'est sécurisé, si chez nos voisins c'est pas sécurisé, la déstabilisation va continuer de venir de nos voisins. Il faut renforcer cela. Il faut aussi renforcer nos capacités de mobilité, parce que ce qui manque de façon générale dans les forces de défense et de sécurité du Sahel, c'est les capacités de mobilité, notamment les vecteurs aériens, les moyens de transport de troupes, les moyens de transport, les moyens d'attaque, les hélicoptères de combat, les hélicoptères de transport de troupes. Vous savez, autant que moi, sans doute mieux que moi-même, lorsque les routes au Sahel sont pratiquement impraticables. Il y a des endroits où les blindés ne peuvent pas passer alors que les terroristes sont en moto et ils peuvent passer. Et ils peuvent... Donc ce facteur de la mobilité, la construction d'une aviation légère de combat pour les pays du Sahel me semble être une chose plus importante. À mon humble avis, on a plus besoin de renforcement de capacité, notamment au niveau du vecteur aérien, l'hélicoptère de combat, que la présence de quelques détachements. On parle de quelques pays qui vont envoyer des instructeurs. À mon avis, ça peut être utile, mais ça ne va pas être l'élément qui va être déterminant si on ne construit pas notre capacité à avoir une aviation légère de combat, renforcer la coopération, donner aux armées les moyens dont elles ont besoin pour continuer la lutte contre le terrorisme. Mais la lutte contre le terrorisme est une lutte multidimensionnelle, une lutte de longue haleine et une lutte qui aussi associe la population. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'au Sahel, on considère la population comme un élément de la solution et non comme un élément qui est dans le problème. Le livre est une sorte d'alerte. C'est une mise en garde de l'expérience afghane. Vous savez, en Afghanistan, l'armée américaine est intervenue en 2001 pour mettre fin au terrorisme, empêcher que l'Afghanistan devienne le sanctuaire du terrorisme. En 2021, l'armée américaine est partie et les talibans sont revenus. Elle n'a pas, donc, il y a une mise en garde par rapport à l'objectif de départ qui est celui de Barkhane. Combattre le terrorisme au Sahel, empêcher l'extension. Je crains que nous soyons plus vers l'échec que vers le succès. Parce que quand Barkhane a commencé, le terrorisme était simplement au Mali. Il s'est exporté au Niger, il s'est exporté au Burkina, il s'est exporté presque au Bénin et au Togo. Il menace d'arriver dans les autres pays du Golfe de Guinée. Donc, de ce point de vue, il y a une extension territoriale. Il y a un deuxième élément qui a inspiré mon analyse, c'est aussi le fait qu'il y a une endogénisation du terrorisme. Vous savez, lorsque le terrorisme a commencé au Sahel, il était le fait de Maghrébins. Il était le fait des gens qui sont venus d'Afghanistan, qui sont venus du Maghreb, et aujourd'hui, les terroristes sont les locaux. C'est les enfants de Tillabéri, c'est les enfants de Difa, quand vous prenez Boko Haram, c'est les enfants, voilà, c'est des Peuls, c'est des Armas, c'est des Kanouris, c'est des Aoussa, etc. Donc il y a une endogénisation du terrorisme qu'on ne connaissait pas avant l'intervention militaire. Donc tous ces éléments font que j'essaie d'alerter dans le livre pour dire attention, peut-être que nous sommes en train de nous tromper de solution et qu'il faut construire une nouvelle solution. Et dans la nouvelle solution que moi j'évoque dans le livre, il y a aussi le caractère fondamentalement holistique, c'est-à-dire une solution qui intègre le militaire et le sécuritaire, mais qui intègre aussi la question du développement. Parce que pour moi, si on ne résout pas, par exemple, la question du chômage des jeunes, on risque de ne pas avoir une solution adaptée. Pourquoi? Parce que les groupes terroristes prospèrent aussi parce qu'ils peuvent proposer 100 000 francs, 150 000 francs à des jeunes pour les embarquer. Souvent, on entend dire, des partenaires dire que nous, on a éliminé 300 terroristes. Pendant qu'on a éliminé 300, on a recruté 10 000. Donc, il y a un problème. Donc, c'est tout ça que le livre tente d'alerter pour expliquer, voilà, un certain nombre de solutions qu'on doit envisager pour trouver une solution au défi sécuritaire. Parce que pour nous, les pays du Sahel, l'insécurité est une arme qui nous impose une double peine. Non seulement il y a le tribut humain que nous payons, mais il y a aussi l'entrave à notre développement. Si vous prenez 15% du budget national ou 20% du budget pour mettre dans la sécurité et la défense, c'est clair que c'est au détriment de la santé et de l'éducation. Donc, plus vite on sortira de cette situation sécuritaire, plus vite on pourra aller vers d'autres urgences, les urgences du développement, et construire notre avenir.
Sans doute, vous n'avez pas posé la question, mais quand on compare le Sahel et l'Ukraine, on voit que l'Ukraine a bénéficié d'une immense générosité qui représente 1000 fois ce dont le Sahel a besoin. Le Sahel n'a pas bénéficié. Donc, il faut que nous puissions au Sahel compter sur nous-mêmes, compter sur la solidarité intra-africaine, compter sur la réponse régionale pour que nous puissions sortir rapidement de cette situation sécuritaire et aller vers le développement au bénéfice de la jeunesse des pays sahéliens.